Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Devant les Congolais. L'émission du peuple avec les vôtres, les journalistes du peuple, Isaac Mutombo. Une émission très spéciale, car aujourd'hui, nous aurons sur ces plateaux les juristes avec qui nous allons décrypter l'actualité. Nous parlerons avec eux autour d'un sujet très important. Nous parlons ici des accords signés par la République démocratique du Congo, d'une partie à Washington, de l'autre côté, à Doha. La déclaration des principes, nous nous poserons la question sur la nature et le statut juridique de ces accords. Est-ce cela dérange la loi en République démocratique du Congo au niveau international? Y a-t-il la nature contraignante dans ce que nous avons eu à signer à Washington et à Doha? Mesdames et messieurs, bienvenue. Qui est-ce que je reçois pour vous aujourd'hui pour en parler? À ma droite, un habitué de ces plateaux, cadre au sein du parti politique Nouvel Élan, Maître Claude Ngoma. Maître Claude, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Isaac, bonjour également à mon co-débatteur à qui je vous laisse la primaire de le présenter. Merci. Mais sinon laissez-moi vous dire grand merci pour cette invitation que vous m'aviez adressée. Et c'est une obligation pour moi parce que je me sens dans cette obligation de pouvoir venir répondre à cette invitation au fin d'éclairer la lanterne de la vie politique à mes compatriotes. Les Congolais se posent déjà la question, qu'est-ce qui fait votre attachement à la personne de Mouzito et du Nouvel Élan? Qu'est-ce qui se passe, Maître Ngoma? Quelques jours passés, on a entendu que vous étiez... aujourd'hui, on nous parle encore de Maître Ngoma dans Nouvel Élan. Qu'est-ce qui se passe? Bien, écoutez, Nouvel Élan, c'est ma formation politique. C'est une grande école politique qui prône les idées, qui prône des idéaux allant dans le sens républicain. Et donc, c'est ça mon attachement à cette formation politique. Et la personne du camarade Adolphe Mouzito, qui est le président du parti Nouvel Élan, ça se justifie du simple fait que Mouzito, c'est un grand homme d'État. Et il a fait preuve de ses connaissances quand tour à tour il a reçu le mandat public. Et au-delà de ça, dans son actif, il a publié 32 tribunes aujourd'hui, 32 tribunes, et donc ce n'est pas une mince affaire. Chaque tribune écrite par Mouzito répond à une crise de notre pays. Il en a écrit beaucoup, et donc Mouzito, c'est un grand penseur, Mouzito, c'est un grand philosophe, Mouzito, c'est un technocrate de grand renommée. Okay. Voilà. Et donc, pour moi, en tout cas, c'est... Mouzito, ce n'est pas une personne, mais Mouzito, pour moi, je le considère comme une pensée politique qu'il faut à tout prix intégrer et maîtriser. Très bien, nous en parlerons. À ma gauche, vous comprenez que Maître Ngoma ne sera pas seul. À ma gauche, vous retrouvez un autre Congolais qui aime aussi réfléchir sur son pays, le développement de la République démocratique du Congo, la sécurité. Il s'agit bien de Maître Dani Chamala, qui est indépendant. Maître Dani, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Isaac. Laisse-moi le temps aussi de rendre l'ascenseur à mon co-débatteur, avec qui on a partagé ce plateau il y a longtemps, Maître Ngoma. Je peux profiter aussi de cette occasion pour saluer nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo et tous ceux qui vont nous suivre durant quelques minutes que nous allons partager le plateau. Donc je crois que je suis là pour répondre à toutes les questions qui peuvent être posées. Et aussi, je vous remercie encore une fois de plus pour m'avoir invité afin que nous éclairions nos peuples congolais sur la situation de notre pays. Très bien, je vais commencer aussi par vous. La toute première question. La République démocratique du Congo a signé l'accord de Washington, l'accord de paix de Washington. Aujourd'hui, nous parlons de la déclaration
principe de Doha, les Congolais se posent la question sur la nature juridique de ce que la République démocratique du Congo signe. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme réponse de votre part? En fait, merci beaucoup pour cette question. La nature juridique, la nature juridique, c'est que ce sont des accords. C'est ça la nature juridique. Ce sont des accords. Et la question que les Congolais doivent se poser, c'est que à quoi va servir ces accords? C'est ça, au fait, la grande question. La nature juridique, c'est déjà un accord. Un accord, ce sont des accords de... Au fait, la mise ensemble de volontés. Il y a volonté des partis, parce que, comme on parle des accords de principe, des accords de paix, on a signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce sont les deux États qui étaient en conflit et qui ont accepté de mettre de côté les bruits des armes pour que tout se traite maintenant d'une manière pacifique. C'est comme ça qu'on a signé maintenant ces accords-là. Et en dehors de ça, vous avez parlé de Doha aussi, il y a la déclaration de principe. La déclaration de principe, c'est au fait une mise en place d'un processus. La mise en place d'un processus qui tend à terminer une crise par voie pacifique. Une crise qui a été déclenchée par la voie des armes, mais on tend maintenant à terminer cette crise par voie pacifique. C'est ça les déclarations de principe qui ont été signées à Doha, qui constituent en fait une procédure ou un processus de mise en œuvre des accords signés à Washington. Donc Doha, c'est l'exécution des accords de Washington. Donc c'est comme une suite? Oui, c'est la suite logique. Donc quand vous lisez les accords de Washington, vous trouverez dedans, on a demandé à ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo puisse, dans le cadre de ce qui s'est passé à Luanda et au Kenya, continuer le dialogue avec les groupes armés qui sont sur le sol congolais afin de faire taire les bruits des armes pour que le terrain soit propice même aux investissements et au développement. Parlons un peu du caractère contraignant. Est-ce que ces accords ont un caractère contraignant? Et s'il n'y a pas bonne volonté d'exécuter ce que nous avons signé, qu'est-ce qui peut arriver comme sanction? En fait, la sanction ne peut intervenir qu'en cas de violation d'une loi pénale. Okay. Vous comprenez? Parce que les gens se posent beaucoup plus la question. Lorsque nous signons les accords, lorsque vous signez un contrat avec un partenaire, il est toujours dit, il y a une formule qui a toujours été répétée dans tous les accords, que ces accords doivent être exécutés de bonne foi. Et en signant, on présume que toutes les parties prenantes sont de bonne foi. Parce qu'au moment où vous signez, il n'y a pas de contraintes. Chacun signe librement, appose sa signature et il dit que non, voilà, les accords que je suis en train de signer, ce sont des accords que j'ai conclus, que j'ai lus, que j'ai compris, que j'ai accepté. Okay. Et j'appose ma signature pour authentifier maintenant ce que j'ai signé, pour marquer mon acceptation à tout ce texte ici. Et je jure aussi que je vais l'exécuter de bonne foi. Okay. Maintenant, la question que les gens se posent par rapport aux sanctions, c'est lorsqu'il y aura violation de ces accords-là que les gens se poseront maintenant la question, comment est-ce qu'on va arriver à des sanctions? Mais il faut que cela n'est pas violé. Au moment où chaque partie exécute ses obligations, pourquoi nous devons réfléchir aux sanctions? Maintenant, s'il y a violation, parce que vous savez, toute œuvre humaine n'est toujours pas parfaite, il y a toujours des imperfections qui peuvent se manifester de part et d'autre. Mais s'il y a maintenant violation de ces accords-là, qu'est-ce qui va intervenir? Je crois que dans les mêmes accords, il est dit qu'il y a des organes auprès desquels il faut se référer en cas de violation ou de non-exécution de certaines de ces dispositions. Il y a des organes auprès desquels on peut se référer pour obtenir exécution ou soit faire constater effectivement que voilà, telle ou telle autre partie ne veut pas exécuter telle ou telle disposition des accords. Et en ce moment-là, ces organes-là se mettront aussi en mouvement pour faire exécuter les accords entre parties. Mais seulement, nous devons savoir aussi une chose, c'est que ces accords-là sont des accords entre les deux États.
Entre les deux États, il y a la loi mère, qui est la Convention de Vienne sur le traité. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Donc, ce qui n'est pas expressement signifié dans ces accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, nous pouvons recourir à cette loi mère qui va régler les questions non réglées de l'autre côté. Ça c'est tout simplement. Quand vous allez lire la Convention de Vienne, vous trouverez pour une partie qui n'exécute pas ou qui viole les traités signés sur le plan international, sur le plan diplomatique, quelles sont les sanctions qui lui sont réservées et comment on peut sanctionner une partie défaillante à une convention internationale. Vous comprenez? Toutes ces questions-là trouvent les réponses dans cette loi la mer. Mais les gens veulent faire comme si il n'y a que les accords entre le Rwanda et la République démocratique du Congo qui sont les premiers textes signés sur le plan international. Non, il y a plusieurs textes par rapport à ceci. Très bien, il y a plusieurs textes. Je vais prendre Maître Claude Ngoma. Vous allez réagir peut-être sur ce que Maître a déjà dit sur ces plateaux. Mais qu'est-ce qui peut faire la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre les accords précédemment signés et ce que nous avons signé aujourd'hui? Pouvons-nous espérer que ce que nous venons de signer aujourd'hui pourrait apporter une solution? Bon, la différence, c'est que les accords signés antérieurement, donc je dirais même que ce n'était pas des accords, ce qu'on avait signé, c'était de feuilles de route signées entre les partis. Là, je vois Luanda 1, Luanda 2, Nairobi, ce que sais-je encore. Alors, mais dans le cas sous examen, nous venons de signer un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Et cet accord signé vise la fin des hostilités, la fin du conflit. Mais cette fin n'interviendra que quand les deux parties auront à exécuter cet accord. Et que donc chacune des parties exécute ses engagements, parce que nous venons de signer à Washington, chaque partie a signé de bonne foi. Et il y a des recommandations. Compter sur la bonne foi de chacune des parties, comme l'a dit Maître c'est ça, la bonne foi de chacune des parties. Parce que pour signer un accord, pour atterrir sur un accord, il faudra d'abord qu'il y ait la volonté entre les parties. Et au-delà de cette volonté, il y a les mécanismes de la mise en œuvre de cet accord. Et vous vous rappelez, quand vous n'allez même pas vous rappeler, mais quand vous lisez l'accord de Washington, vous verrez que cet accord, c'est un peu comme, c'est une condensée de plusieurs processus. Parce que là, on a repris même le processus de Luanda, Nairobi, Luanda 1, Luanda 2. Tout est repris là-dedans. Et ils ont même repris encore les assises de Doha. Voyez-vous? Mais maintenant, ici, il y a une grande question de fond. Ok. Est-ce que pour restaurer l'autorité de l'État, celle-ci doit passer forcément par des accords? Moi, Claude Ngoma, je ne pense pas ainsi. Nous devons faire cette démarcation entre la signature des accords qui nous amènent sur un terrain de la fin des hostilités, mais d'autre part, l'État congolais a l'obligation de refonder l'armée nationale. Et c'est cette refondation de l'armée qui fera en sorte que l'autorité de l'État soit restaurée et soit respectée. Sans cela, nous pouvions beau signer des accords en accord, nous n'aurons pas à restaurer l'autorité de l'État. Et l'accord de Luanda et l'accord signé tout récemment, l'accord de paix signé tout récemment à Washington, c'est entre deux parties. Je l'ai dit tantôt, la RDC et la République démocratique du Congo. Mais à Doha, c'est un projet d'accord que nous allons signer, si j'ai une bonne mémoire, en date du 17 août, entre les gouvernements
les délégués du gouvernement, ce n'est même pas les gouvernements, les délégués du gouvernement et les rebelles. Voyez-vous? Mais maintenant, cette question du caractère contraignant que doit revêtir cet accord. J'ai aimé l'analyse de mon confrère, Maître Dani. Oui, qui, quand il a démontré que les accords sont signés de bonne foi et que les mesures contraignantes, nous ne pouvons pas encore les préconiser déjà, du fait qu'il y a déjà volonté entre deux parties. Voyons voir si l'une des parties va manquer à ses obligations. Mais vous avez suivi la sortie médiatique du président rwandais juste après la signature de l'accord de paix, de cet accord de paix. Est-ce que ça ne vous dit pas qu'il n'y a pas volonté d'exécuter à la lettre ce que nous avons signé avec eux? Mais non, écoutez, cet accord, peu importe le président rwandais, Paul Kagame, de multiplier des sorties médiatiques, mais ici, nous avons en fait un document de référence. Okay. Et ces documents de référence nous est imposé. Les deux parties, on nous l'a imposé par la communauté internationale, je vais dire les États-Unis. Et dans cet accord, ils ont prévu des structures d'évaluation, des structures de l'exécution, de la suivi d'exécution de cet accord. Voyez-vous? Mais si vous lisez maintenant l'accord, l'accord de principe signé tout récemment à Doha, vous verrez qu'il y a un chronogramme des activités qui seront mises en œuvre. Déjà, les 17, nous allons apposer notre signature. Et donc, pour ceux qui pensent que cet accord vise à brader nos richesses, non, ils se trompent. Ah bon? Ils se trompent. Moi, je suis d'accord et je soutiens. Pas parce qu'il y a certaines bouches qui disent que cet accord ou ces accords feraient un lit pour l'accord économique que nous allons signer avec les États-Unis d'Amérique. Mais non, écoutez, la RDC est membre de l'Organisation des Nations Unies. Étant membre, Tshisekedi au pouvoir n'a pas défini une politique d'autarcie. Ce qui veut dire que, étant que RDC, le président Tshisekedi a dit, je m'ouvre. En fait, aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas. L'RDC, en fait, nous régorgeons beaucoup de minéraux. Et ce qui fait que nous ne pouvions pas nous renfermer en nous-mêmes. Il faudrait s'ouvrir vers l'extérieur. Ceux qui ont la technologie. Voilà. De nous apporter la technologie, de nous apporter des industries pour que nous soyons capables non seulement d'exploiter ici, mais aussi de raffiner. Tout ça. Et là où ça dérange un peu une frange partie de l'opposition, c'est par rapport à la question de la cogestion. C'est ces mots-là qui dérangent. C'est ces mots-là qui dérangent. Or, en réalité, cette cogestion, il faut le voir dans l'esprit. Ce n'est pas que le Rwanda va venir co-gérer avec nous. Mais écoutez, si Rwanda va venir co-gérer avec nous, et donc nous aussi, la RDC, nous allons co-gérer aussi avec le Rwanda. Et c'est pourquoi cette cogestion passe par un cadre d'intégration économique. Voilà. Nous allons y arriver, Maître Ngoma. Ma question à Maître Dani Chamala, on parle ici des accords que nous avons signés, la déclaration de principe pour la paix et autres. Maître Ngoma l'a bien épinglé. Parlons un peu de la force que doit représenter la République démocratique du Congo, le pouvoir de l'État. La signature de ces accords, n'est-ce pas une expression de faiblesse pour notre pays? Merci beaucoup. Après une incapacité à sécuriser les Congolais. Merci beaucoup pour cette question-là. Je crois que les termes tels que incapacité, aveu de faiblesse, ce sont des termes que l'on a souvent évoqués, mais à tort. La République démocratique du Congo n'a jamais manqué à ses responsabilités de sécuriser la population congolaise. Ah bon? Oui, n'a jamais manqué à cette obligation de sécuriser la population congolaise. Et la République démocratique du Congo n'a jamais signé quelques accords que ce soit dans une situation de faiblesse. Pour dire quoi? Pour dire que
Aujourd'hui, vous allez voir, même les plus grandes puissances du monde militaire, ils ont toujours des problèmes sur leur territoire. Entre autres, je peux citer ici la Russie. Il y a une partie de la Russie qui connaît le problème de l'insécurité suite à la guerre avec l'Ukraine. Vous allez dire que la Russie a manqué de sécuriser sa population? Non, ça ce sont des situations qui arrivent dans tous les États du monde. Aujourd'hui, je peux vous parler du cas de Casamance au Sénégal. Je peux vous parler de l'Espagne aujourd'hui où il y a des problèmes avec les Catalans qui cherchent à ce qu'il soit aussi un État indépendant et tout ça. Vous savez qu'il y a une rébellion au niveau de l'Espagne. Là, nous sommes en Europe. Vous comprenez? Ce n'est pas le fait que une partie du territoire est occupée par une rébellion, soi-disant une rébellion, que vous allez dire que l'État a manqué à sa mission de sécuriser la population. Mais est-ce que vous pensez que si nous avions une armée forte, une police forte, la RDC allait négocier, signer des accords de paix avec un agresseur? Je vais vous répondre carrément que même si on avait une armée forte, et moi je continue à dire que nous avons une armée forte. Nous avons une armée forte, la République démocratique du Congo. Nous avons une armée forte parce que, vous vous rappellerez, depuis que la guerre a commencé à Bunagana, aujourd'hui nous pouvons compter 3 ans. Et si on n'avait pas une armée forte, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo, ou le régime Tshisekedi actuellement, allait être renversé. Rappelez-vous, en 1996, lorsque Mouzé vient avec l'armée rwandaise, l'armée ougandaise et tout ça, ils ont fait combien de temps pour arriver à Kinshasa? Ils ont commencé au mois d'août, en 1996, ils ont commencé au mois d'août, et au mois de mai, on avait déjà un autre président ici en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa. Mouzé Laurent Désiré Kabila était déjà ici. Quand vous comptez août jusqu'au mois de mai, c'est même pas une année. C'est presque 9 mois, ils étaient déjà à Kinshasa. Donc, Maître Ngoma a tort de dire qu'il faut renforcer le pouvoir de l'État. Aujourd'hui, non. Il n'a pas tort de renforcer le pouvoir de l'État. Même les États-Unis continuent toujours à renforcer le pouvoir de l'État. Parce qu'ils se préparent. Quand ils sont à la recherche des matières premières et des minéraux stratégiques, c'est pour faire quoi? C'est pour renforcer la puissance de l'État. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que parce que nous avons des problèmes chez nous, que nous n'avons pas une armée forte. Nous avons une armée forte. Mais seulement, nous sommes agressés par un État voisin. Nous sommes agressés par un État voisin. Et cet État voisin qui soutenait aussi les groupes armés qui étaient sur notre territoire. Vous comprenez? Et ce sont les fils du pays qui se sont rebellés, d'autres drogués, d'autres mécontents de la politique actuelle et tout ça. Ils se sont organisés pour prendre des armes sur le sol congolais. Alors, cela ne veut pas dire que nous sommes faibles. Nous avons des problèmes en interne que nous devons résoudre, comme nous sommes en train de résoudre ça à Doha. Vous comprenez? Nous sommes en train de résoudre ça à Doha. Et cela n'est pas un aveu d'échec ou de faiblesse lorsque nous voulons signer avec eux. Parce que nous sommes dans une dynamique. La dynamique de sauvegarder les vies humaines. Vous savez, là où il y a la guerre, il y a toujours des vies humaines qui sont mises en mal. Vous comprenez? C'est ça la politique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous dire que lorsqu'il faut négocier, c'est parce que vous êtes dans un état de faiblesse. Les États-Unis avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Mais on a fini cette Deuxième Guerre mondiale par des accords. Vous comprenez? Ce n'était pas que les États-Unis étaient dans une position de faiblesse. Ils ont gagné la guerre, ils ont détruit l'Europe, et par après, ils ont signé les accords pour dire que non, fini, nous ne pouvons pas mettre toujours en danger la vie humaine. Ils ont signé les accords. Aujourd'hui, il n'y a aucune guerre dans le monde qui peut se terminer sans les accords. On nous avait tant chanté ici qu'en 2013, on avait défait les M23. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu des accords signés. Lorsque vous avez défait quelqu'un, mais vous signez avec lui les accords, que non, voilà, ne nous agresse plus, ne nous attaque plus, et tout ça, vous signez des accords. C'est-à-dire qu'on peut terminer la guerre avec... On ne peut terminer la guerre qu'avec les accords. Aucune guerre ne peut se terminer avec les armes. Parce que celui que vous chassez aujourd'hui, il peut aller, comme il a perdu, il va aller se réorganiser et il va revenir encore pour tenter encore l'aventure. C'est ce qui s'était passé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mouzé Laurent Désiré Kabila s'était rébellé au pouvoir de Mobutu. Et on l'a chassé, il est allé se réfugier dans les montagnes de Fizi là-bas. Lorsqu'il s'est réfugié là-bas, c'est comme ça qu'il s'est réorganisé. Il s'est préparé maintenant avec les Rwandais, les Ougandais et tous les autres. C'est comme ça qu'il est venu jusqu'à arriver à Kinshasa.
Vous comprenez? Mais s'il était défait à cette époque-là, il ne pouvait pas revenir. Ou s'il y avait des accords signés dans ce sens-là de ne pas prendre des armes contre l'État, on ne pouvait pas arriver à ce que nous sommes arrivés aujourd'hui. Très bien, maître Daniel Chamala. Ce n'est pas une position de faiblesse. Je vais dire quelque chose sur la restauration de l'autorité de l'État. La restauration de l'autorité de l'État, peut-être les gens comprennent ça d'une autre manière, ou peut-être nous avons des conceptions différentes. Ce n'est pas pour dire que la restauration de l'autorité de l'État veut dire l'absence de conflits armés sur le territoire. Non. On peut avoir les conflits armés sur notre territoire, mais il y a l'autorité de l'État sur ce territoire. Vous comprenez? Ici, je n'ai pas parlé de l'absence. Oui, j'ai parlé de la faiblesse. Oui, la faiblesse, c'est quoi? La faiblesse est surtout en matière d'armement ou en matière de la guerre. Il faut savoir que même là où vous pensez qu'il y a une plus grande puissance militaire, il y a toujours une faiblesse. Okay. Regardez aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas l'arme nucléaire, mais la Russie a l'arme nucléaire. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des drones ukrainiens sur le Kremlin? Est-ce que vous comprenez? Vous avez suivi la guerre entre l'Iran et Israël. Vous avez vu ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël. Et Israël a trouvé effectivement qu'il avait minimisé la capacité militaire de l'Iran. Et ça a été démontré effectivement que ni était l'intervention des États-Unis, que les Congolais disent aujourd'hui non, on ne veut pas les États-Unis, voilà, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Ni était l'intervention des États-Unis, on allait raser Israël sur la carte. Très bien, maître Daniel Chamala. Permettez-moi de revenir à vous. Permettez-moi de vous revenir après ces jingles que va nous proposer la régie. Ça va nous permettre d'avoir maître Eli Beni qui est déjà dans le 4 murs de notre plateau. Montréal. Jingle. Après-demain. Nauti kosambela nzambe nauti église. Akoko sera mutu makambo te. La terre va voler le sang de président dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor de l'État. Ce que nous disons, nous parlons ici aujourd'hui de l'autorité de l'État République démocratique du Congo. Nous n'irons pas des dialogues en dialogue, des conventions si de quoi. La République démocratique du Congo a besoin de s'imposer au niveau de l'Afrique et au monde. Mais que faut-il réellement faire pour restaurer l'autorité de l'État sur tous les territoires de la République démocratique du Congo? C'est la question que je pose à Maître Claude. Très bien, ça c'est une grande question, c'est une question fondamentale qui relève même de la souveraineté nationale de notre pays. Vous savez, moi je salue les accords. Tous les accords signés qui visent à nous donner une paix pérenne, je le soutiens. Mais nous ne pouvions pas compter sur ces accords, que ces accords vont nous donner, ou vont restaurer l'autorité de l'État. Là, Claude Ngoma s'inscrit en faux. Ah, ok. Pour moi, l'autorité de l'État, pour le faire restaurer, le respecter et la faire respecter, c'est l'armée. Ah, par la force. C'est l'armée. Et aujourd'hui, je vais vous choquer. Allez-y. Vous savez que la RDC n'a pas une armée. S'il vous plaît, nous avons les FARDC qui se battent à l'Est. Ça ne sera pas je vous ai dit que je vais vous choquer. Injurié pour les FARDC. Laissez-moi argumenter. Allez-y. Mobutu était là très fort. Nous avions eu les forces armées zaïroises. Okay. Mobutu sera chassé du pouvoir par Mzee Laurent Désiré Kabila. Kabila nous amène le FAC, les forces armées congolaises. Et que Kabila sera assassiné, on a perdu l'armée. Après Sansutu, il y aura fusion des groupes armés et des rebelles. Mixage, brassage. Mixage, brassage. Et c'est cette armée aujourd'hui que nous avons. Raison pour laquelle nous plairons. Armée issue de mixage et brassage. Voilà, ça ce n'est pas une armée. Claude Ngoma plaide pour la refondation de l'armée qui doit passer par le recrutement, par la formation et l'outil militaire. C'est cette armée que moi je souhaite pour mon pays. Je veux une armée bien employée,
une armée réellement républicaine à la taille de notre pays, capable de faire respecter l'autorité de l'État. Et c'est ces moyens-là qui fera en sorte que nous décourageons toutes ces pratiques de rebelles en rébellion, rébellion, rébellion. Parce qu'aujourd'hui, posons-nous la question, comment nous allons sortir de ces cycles des groupes rebelles et des rébellions en rébellion? Comment? C'est parce que nous avons une armée qui peine encore. Je l'ai dit, ce n'est pas exposer l'armée de mon pays. Mais je m'inscris dans cette logique de réforme courageuse au sein de cette armée. Nous devons faire en sorte, nous devons travailler pour développer l'industrie militaire. Vous voyez, aujourd'hui, l'armée, ce n'est pas n'importe qui fait l'armée. L'armée aujourd'hui, c'est aux intellos. Aux élites. Aux élites. Parce que l'armée, c'est la technologie aujourd'hui. Personne ne va me contredire. C'est la technologie. Nous n'avons plus cette armée-là à l'époque où on enrôlait n'importe qui dans l'armée parce qu'il suffirait seulement de manier et tirer, non. Ouais. Et donc, je le réitère encore, moi, Claude Ngoma, je soutiens une armée bien employée, une armée au service du pouvoir politique. Et c'est cette armée qui fera en sorte que l'autorité de l'État soit respectée. Très bien. Maître Claude Ngoma, nous recevons sur ces plateaux un autre invité. Il est aussi maître, juriste de son État. Maître Eli Beni, bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis où là? Bonjour Isaac. Vous êtes déjà sur nos écrans. Allez-y. À la caméra. Ok. Ok, merci pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs. Et je m'excuse pour ce petit retard dû au désagrément. J'avais déjà prévenu d'ailleurs que je devais être occupé. J'étais favorable pour une émission avant midi compte tenu de ce qui vient d'arriver. Très bien. Mais par respect pour cette grande émission et pour toi, je suis là, donc voilà. Merci, Maître Eli Beni. Vous nous avez déjà trouvé en plein débat. Oui. La question qui se pose ici, comment restaurer l'autorité de l'État sur tous les territoires congolais? Ce n'est pas à chaque fois qu'un voisin aura à nous déranger que nous irons signer les accords. Oui, c'est une très bonne question que tu poses là. Déjà, il faut dire que je ne veux pas partager la même pensée que mon estimé Maître frère, Maître Claude. Comment restaurer l'autorité de l'État. Donc tout commence d'abord par faire chaque chose en son temps. Donc, il y a d'abord l'accord qui est signé. Parce que le problème qu'il ne faut pas confondre ici, c'est le pays est agressé. Avant toute chose, le pays est agressé. Alors, parce que le pays est agressé, le premier accord qui a été signé à Washington le 27 juin dernier affirme d'abord l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. Ensuite, il y a cette autorité de l'État dont question. Comprenez? Parce qu'il faut d'abord que ceux qui nous agressent reconnaissent d'abord que nous sommes un pays souverain. Alors, parce que nous sommes un État souverain, ces derniers occupent une bonne partie de notre pays qu'ils administrent depuis de longues années. Presque 30 ans. Voilà. Donc, l'autorité viendra comment? Il faut d'abord que ceux qui occupaient, ceux qui administraient cette partie, à l'instar, la partie Est, qui, départ, les accords signés par M. Kabila, Kanambe Kazambere, au mois de, disons... Vous nagez à contre-courant. Je nage pas. Vous avez suivi la justice militaire, quand même donné l'identité de Joseph Kabila. Mais c'est là justement la confusion. On peut avancer. Je viens justement... J'en ai parlé quelque part ce jour. Les gens confondent. Hein? Ça, c'est l'entrée des matières. Ne confondez pas les réquisitoires qui est présenté et la matière qui sera débattue à l'audience. On n'a pas débattu sur les différentes incriminations. C'est à ce moment-là qu'on saura si c'est cela son identité ou pas. Parce qu'on ne peut pas les présenter autrement. Ça, il faut retenir. Donc, enlevez déjà cette opprobre de votre tête. Voilà. J'étais en train de dire que c'est depuis 2009 que M. Kabila a accepté que l'Est de notre pays soit considéré comme étant et un statut spécial donc d'un État dans un État, avec l'autonomie de gestion fiscale, économique et financière. C'est-à-dire, c'est administré par les Tutsis rwandais
depuis 2009. Vous comprenez? Jusqu'à ce jour. Ça date déjà d'avant. Mais ça a été signé encore en 2009. Et puis confirmé en 2013. Avec lorsque les CNDP 2009 CNDP, voilà. 2000 ils n'ont fait que changer de nom, mais ce sont les M23. mêmes personnes, les mêmes tout ça, les mêmes groupes de gens. Alors, lorsqu'on dit que la RDC c'est un État indépendant, c'est-à-dire que nous sommes victimes d'une agression. Et du fait de cette agression, nous n'avons pas à y administrer la partie de notre pays pendant de longues années. C'est-à-dire que ça n'obéit pas à l'autorité de ceux qui gèrent le pays. Vous comprenez? C'est-à-dire le gouvernement de Kinshasa n'administre pas la partie Est. Alors lorsqu'on parle de l'autorité de l'État, c'est-à-dire lorsque ces derniers vont quitter les entités qu'ils occupent, l'État va reprendre justement son autorité sur les différentes entités occupées jadis par l'ennemi. C'est ça, c'est de cette façon qu'il faut présenter la chose. Vous comprenez? Okay. L'autorité de l'État ne viendra pas parce qu'on doit avoir une armée forte. Non. Mais non, l'armée, c'est oui, un justement. Allez-y. L'armée a aussi l'obligation de faire respecter l'autorité. Non, j'en arrive. Ça, c'est le rôle de l'armée. J'ai dit déjà que je ne partageais pas la thèse que vous avez soutenue. C'était par cela. C'est pourquoi j'argumente pour démontrer que les principes de base, c'est d'abord, vous verrez que la particularité de ce qui a été signé à Doha, c'est justement la différence qui vient amener à cela. Vous comprenez qu'avec les mixages-brassages qu'on nous a imposés lors des différentes négociations qu'il y a eu, les différents accords signés, ça a fait en sorte que nous n'ayons pas une armée qui soit dissuasive et qui soit au contrôle de l'autorité. À chaque fois que vous prenez une décision, c'est déjà connu de l'autre côté. Et donc, pour ce faire, c'est pourquoi vous voyez la particularité de l'accord de Doha, c'est justement le fait que vous n'aurez plus jamais, on n'a pas signé pour qu'il y ait mixage-brassage. L'État n'a pas, l'État congolais n'a pas voulu que l'amnistie soit générale. C'est-à-dire, si on va accorder l'amnistie, c'est au cas par cas. Tout est assorti de conditionnalités. Donc, plus jamais de mixage-brassage. C'est déjà une grande victoire pour l'État congolais. Et c'est ça la particularité. Donc, à l'instar de ce qui a été décidé par Kabila en 2009 et en 2013, vous allez comprendre que l'autorité viendra comment? L'autorité, c'est d'abord lorsque les Rwandais va libérer notre sol avec ses troupes, son système de défense. Nous restons entre nous. Donc, les entités, j'ai dit s'occuper, reviennent maintenant sous contrôle, sous autorité de l'État congolais. C'est en ce moment-là qu'on va parler de l'autorité de l'État. Parce qu'il faut parler de l'armée. L'armée va faire sa partition. Les services de sécurité des renseignements, ils vont faire leur rôle. Vous comprenez? Police et tout ce qui vont avec. Donc, tout ça va se faire. Mais ce n'est pas parce qu'on doit d'abord avoir une armée forte pour que nous puissions parler de l'autorité. Restaurer l'autorité de l'État. Merci beaucoup, Maître Eli Beni. Je vais voir. Allez-y rapidement. Une seconde. Rapidement, on va prendre Peut-être Maître Beni Eli est arrivé, il nous a rejoint légèrement en retard. Moi, je n'ai nullement fustigé les accords signés. Je dis bien que ces accords ont pour finalité de nous donner une paix. Cette autorité de l'État, l'État va les recouvrir. Mais j'insiste sur l'armée et la police parce que ce sont deux structures qui ont l'obligation de faire respecter, je dis bien, de faire respecter l'autorité de l'État. Très bien. Merci beaucoup. Maître Dani, avec vous, j'aimerais bien que vous puissiez établir un peu cette différence entre la manière de gérer ces conflits sous Kabila et sous Tshisekedi. Kabila a fini avec les accords. Aujourd'hui, avec sous Tshisekedi, c'est encore les accords. Est-ce qu'on peut penser à une paix durable sous Félix Tshisekedi avec la même procédure qu'avait utilisée Joseph Kabila? Merci beaucoup pour cette question-là. Je crois qu'il y a une grave et grande différence entre la manière de la gestion des conflits de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Ici, je vais carrément dire que la première des différences, c'est que Joseph Kabila stoppait la guerre. Tandis que Félix Tshisekedi veut finir la guerre. Très bien. Si vous comprenez un peu, stopper la guerre, c'était quoi? Lorsque un groupe de militaires ou avec une partie de l'armée rwandaise s'organise, attaque la République du Rwanda, mais pas
de la République démocratique du Congo. Ils avaient les ordonnances de Joseph Kabila comme président, mais le commandement n'était pas de Kinshasa. Le commandement venait de Kigali. C'est la situation que Tshisekedi a refusé. Il a dit non. Je ne peux pas être un président de la République démocratique du Congo, mais une partie de ce territoire-là obéit aux ordres d'un État voisin. C'est ça la guerre que nous avons ici. Voilà pourquoi nous avons salué ces accords, parce que les accords commencent d'abord par reconnaître la souveraineté de la République démocratique du Congo, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et restaurer l'autorité de l'État. C'est-à-dire quoi? Il n'y aura même pas un seul maître qui sera occupé par un pouvoir étranger. Il n'y aura pas des administrations parallèles sur le sol congolais. Okay. C'est ça, restaurer l'autorité de l'État. Vous comprenez? Donc, il n'y aura pas des administrations parallèles. Mais ici, vous allez comprendre, vous allez comparer, vous allez voir qu'avec Tshisekedi, tout ce que nous sommes en train de parler là, c'est pour mettre fin à la guerre. Et Tshisekedi n'a pas touché que le Rwanda. Tshisekedi a touché ceux qui sont derrière le Rwanda, pour qu'ils soient témoins dans les accords signés. Okay. Vous comprenez? Pour qu'ils soient d'accord, qu'ils soient impliqués dans ce que nous sommes en train de faire comme effort pour terminer la guerre. Et vous avez suivi vous-même aussi, même dans la bouche du président Trump. Trump n'a pas dit que non, Tshisekedi a des faits ou Tshisekedi va chasser les rebelles de la République démocratique du Congo. Il a dit ceci, que nous avons mis fin à une guerre qui a duré plus de 3 décennies. Donc il y a implication de la communauté internationale des États-Unis. Il y a implication de la communauté internationale des États-Unis. Pourquoi? Parce que les armes utilisées par le Rwanda, ce sont des armes américaines qui transitaient par l'OTAN dans l'Union européenne et ça atterrit au Rwanda. Maintenant que les Américains ont dit que nous n'allons pas financer encore cette guerre-là, c'est une guerre qui est terminée. C'est là qu'il fallait d'abord commencer par ce qu'on a appelé en République démocratique du Congo la diplomatie agissante. Il fallait commencer d'abord par là et maintenant venir toucher le Rwanda. Et le Rwanda maintenant s'est vu devant les accords signés pour lui dire que fini l'agression de la République démocratique du Congo. Vous voyez un peu, c'est que à l'époque, vous vous rappellerez la différence aussi. Dans la bouche du président Tshisekedi, il cite nommément le Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que ça résout? Et vous allez constater aussi, et cela a résolu beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, c'est toute la communauté internationale qui dit que le Rwanda a agressé la République démocratique du Congo. Le président des États-Unis a dit que non, les Rwandais sont entrés sur le sol congolais avec des machettes en train de tuer et violer. Et c'est ce que le président disait jour et nuit. Et cela n'a jamais été dit dans la bouche de l'ancien régime. Okay. Pour eux, il n'y avait que les rebelles, il n'y avait que des rebelles. Avec ces gens-là, ils signent des accords. Et après avoir signé des accords, on change maintenant de nom. On était dans le RCD, on signe avec le RCD. On quitte là, nous sommes dans le CNDP, on quitte CNDP, nous sommes dans le M23. Des choses comme ça. Hein? C'est ce que Tshisekedi a refusé. C'est ça la différence. Vous comprenez un peu? C'est ça la différence. Très bien. Par rapport à l'armée, je vais dire un peu quelque chose. Parce que Maître Ngoma a dit quelque chose là-dessus et Maître Eli Beni. Je vais dire ceci. Nous ne devons pas dire quelque chose de son contraire. Nous devons être logiques avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas affirmer que la République démocratique du Congo n'a pas d'armée. Non, ça c'est une fausse affirmation. Parce que vous citez par dire qu'il faut réformer cette armée-là. Il faut apporter des réformes dans cette armée-là. C'est-à-dire que c'est une armée qui existe. Quand bien même que nous pouvons constater des faiblesses dans cette armée-là, mais du moins elle existe. Parce que si l'armée n'existait pas en République démocratique du Congo, c'est-à-dire cette armée qui est comme attribut aussi de l'existence de notre État, donc la République démocratique du Congo n'existe pas. Parce que vous vous rappellerez l'existence d'un État. Il y a 3 choses. Il y a la force publique, qui passe par l'armée et la police. Il y a le territoire. En dehors du territoire, il y a aussi la population. Mais dans cette force publique, il y a quelque chose qu'il faut aussi ajouter. C'est le pouvoir organisé, qui devient comme quatrième élément. Aussi, il y a aussi quelque chose aussi. Allez-y. Ce qu'il faut éviter aussi de dire, il ne faut pas faire voir au monde que le brassage, mixage n'a profité que à ces gens-là. Non, nous en avons aussi beaucoup profité.
À quel niveau? Oui, voilà, je vais vous montrer. Ça sont des révélations que les Congolais attendent. Je vous montre. En quoi est-ce que le brassage mixage ont profité à la vous avez dit que Mobutu avait une forte armée. Ce que j'ai toujours dit aux gens, que nous sommes en train de nous tromper. Parce que depuis l'époque de Kasavubu, nous n'avons jamais remporté une guerre sans faire appel aux armées étrangères. Depuis l'époque de Kasavubu. Avec Kasavubu, vous vous rappellerez qu'il y a même un secrétaire général de l'ONU qui a été tué ici en RDC. Voilà. Et lorsque Mobutu prend le pouvoir, du côté de Katanga, ça va barder. Nous avons fait appel à l'armée belge pour mater cette histoire de Bakatakatanga. Mais il n'y avait pas mixage quand même, le brassage. Non, j'ai dit ceci, nous avons constaté tout ça. Maintenant, à cette époque-là, il n'y avait pas mixage et brassage. Mais cette faiblesse s'est manifestée. Mobutu avait reconnu la faiblesse dans notre armée lorsqu'il avait refusé qu'on parle de pays développés et les pays sous-développés. Il avait parlé de pays équipés plutôt que développés. Pour dire ceci, nous manquons seulement une seule chose dans notre armée. C'est quoi? C'est la technologie que vous avez développée ici. Vous avez dit qu'aujourd'hui, dans l'armée, il faut maintenant des gens intelligents. Ce ne sont pas des coulounas qu'on va ramasser de gauche à droite. On dit qu'ils vont former une armée. Et s'il faut aussi former une armée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ce qu'on a brassé, mixé là, les chasser et recommencer une armée au comment. C'est avec ces gens-là.